Paul Ricoeur, pour sa part, indique les conditions de possibilité d'un réalisme critique de la connaissance historique. Pour lui, elles tiennent d'une part à l'inscription du sujet historien et de l'objet historique au même champ temporel. C'est le même et unique système de datation qui inclut les trois événements que constitue le commencement de la période considérée, sa fin ou sa conclusion, et le présent de l'historien, plus précisément de l'énonciation historique. Elle renvoie d'autre part l'appartenance de l'historien et des acteurs dont il écrit l'histoire à un champ de pratique et d'expérience suffisamment commun et partagé pour fonder la dépendance même du faire de l'historien à l'égard du faire des agents historiques. C'est d'abord comme héritier que les historiens se placent à l'égard du passé avant de se poser en maître artisan des récits qu'ils font du passé. Cette notion d'héritage présuppose que d'une certaine façon le passé se perpétue dans le présent et ainsi l'affecte. Il est sans doute paradoxal qu'un historien comme moi, qui trouve inspiration dans les pensées de la rupture et de la différence, évoque ainsi la démarche herméneutique et phénoménologique de Paul Ricoeur. Mais c'est de cette tension que dépend aujourd'hui la compréhension du passé, ou de l'autre par-delà les discontinuités qui séparent les configurations historiques. Le constat ne suffit pas, toutefois, à doter l'histoire du statut de connaissance vraie. Une question demeure que ne me paraissent résoudre complètement ni les tentatives pour fonder une New Theory of Objectivity, ni les propositions visant à assurer le réalisme critique de la connaissance historique. À savoir, quels sont les critères grâce auxquels un discours historique, qui est toujours une connaissance sur traces et indices, peut être tenu pour une reconstruction valide et explicative, en tout cas plus valide et explicative que d'autres, de la réalité passée qu'il a constituée comme son objet. La réponse n'est pas aisée, et moins encore aujourd'hui qu'au temps où les certitudes bien ancrées de l'objectivité critique et d'une épistémologie de la coïncidence entre le réel et sa connaissance protégée, l'histoire de toute inquiétude quant à son régime de vérité. Il n'en va plus ainsi. Fonder la discipline dans sa dimension de connaissance, et d'une connaissance qui est autre que celle fournie par les œuvres de fiction, et d'une certaine manière cheminer le long de la falaise. Les historiens ont perdu beaucoup de leur naïveté et de leur illusion. Ils savent désormais que le respect des règles et des opérations propres à leur discipline est une condition nécessaire mais pas suffisante pour établir l'histoire comme un savoir spécifique. C'est peut-être en suivant le parcours qui mène de l'archive au texte, du texte à l'écriture et de l'écriture à la connaissance qu'ils pourront relever le défi qui leur est aujourd'hui lancé. Un dernier mot, le travail de tout historien m'a toujours semblé devoir être partagé entre deux exigences. La première, classique et essentielle, consiste à proposer l'intelligibilité la plus adéquate possible d'un objet, d'un corpus, d'un problème. C'est pourquoi l'identité de chaque historien lui est donnée par son travail dans un territoire particulier qui définit sa compétence propre. Dans mon cas, ce domaine de recherche est celui de l'histoire des formes, usages et effets de la culture écrite dans les sociétés de la première modernité, entre XVIe et XVIIIe siècle. Mais il est aussi une seconde exigence, celle qui oblige l'histoire à nous nouer dialogue avec d'autres questionnements philosophiques, sociologiques et littéraires. Ce n'est qu'à travers ces rencontres que la discipline peut inventer des questions neuves et forger des instruments de compréhension plus rigoureux. De là l'organisation de ce livre. Sa première partie jalonne par une série de réflexions historiographiques et méthodologiques les déplacements qui ont transformé les manières de penser et d'écrire l'histoire en ces 20 dernières années. La seconde chemine en compagnie de pensées fortes, d'œuvres denses qui ont été autant de points d'appui précieux pour le travail des historiens. En ces dernières années, trois notions ont porté la réflexion des sciences humaines et sociales. Discours, pratique, représentation. Faire retour sur l'œuvre de Michel Foucault, sur celle de Michel de Certeau et sur celle de Louis Marin permet de mieux préciser leurs contours et de définir avec plus d'acuité leur pertinence. Enfin, la dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux relations que l'histoire a entretenues et entretient avec plusieurs disciplines qui sont ses proches voisines. Il s'agit de comprendre comment les historiens ont préféré certains accompagnages
certain compagnonnage, et du coup, on négligeait les propositions ou les questions venues d'autres horizons. En suivant l'histoire de ces alliances et ignorances, notre but est double. Faire retour sur les choix qui ont durablement marqué la pratique de l'histoire en France, mais aussi montrer à partir de l'exemple des liens noués entre critique textuelle et histoire culturelle que s'inventent aujourd'hui de nouveaux espaces intellectuels. Parcours. Les 4 textes qui composent la première partie de ce livre ont été rédigés et publiés à des dates et dans des contextes très différents. Les rassembler aujourd'hui répond à une double intention. D'une part, il s'agit d'indiquer le parcours qui a été le mien à partir de la tradition historiographique à laquelle j'appartiens, celle de l'histoire socio-culturelle à la manière des annales. Entre le texte critique présenté à Cornwell en 1979 et publié en 1983 qui entendait soumettre à examen les partages des notions trop simples sur lesquelles avait vécu l'histoire des mentalités, et celui paru en 1994 qui tente de dresser inventaire des principales raisons qui ont ébranlé les certitudes des historiens en France comme hors de France. Un chemin a été dessiné. Il est marqué par l'élargissement des horizons historiographiques, l'effacement des frontières entre traditions nationales, le désenclavement de l'histoire désormais plus largement ouverte aux interrogations des disciplines qui sont ses voisines. En situant dans un champ d'études particulier, celui qui nous texte, livre et lecture, les questionnements nouvellement définis, laisser intituler Le Monde comme représentation voulait montrer les profits que l'on peut attendre tant du maniement des concepts qui n'appartenaient pas au répertoire classique de l'histoire des mentalités, par exemple ceux de représentation, d'appropriation, que du croisement d'approches et de techniques longtemps disjointes. D'autre part, et c'est une seconde intention, les 4 essais ici réunis permettent, du moins je l'espère, de repérer les principaux débats qui ont traversé la discipline historique en ces 20 ou 30 dernières années. Les défis ont été nombreux et divers, du tournant linguistique à l'américaine au retour aux politiques cristallisées à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, du tournant critique plaidé par la rédaction des Annales à la mise en question du statut de connaissance de l'histoire. Les discussions nouées autour de ces propositions, parfois dérangeantes, ont profondément transformé les manières de penser, de travailler et d'écrire des historiens. Elles ont fait surgir des objets nouveaux. Elles ont obligé à reformuler des questions classiques, par exemple celle de l'objectivité du discours historique. Elles ont conduit à nouer de manière inédite les formes de la domination, la construction des identités sociales et des pratiques culturelles, avec la disparition des certitudes anciennes, telles qu'elles étaient organisées par les paradigmes dominants des années 60. L'histoire a semblé entrer en crise. Je ne pense pas que le diagnostic soit tout à fait exact. En questionnant les évidences qui paraissent les plus solidement établies, le travail historien a trouvé une vitalité nouvelle et a articulé de façon inventive les réflexions théoriques ou méthodologiques avec la production de nouveaux savoirs. Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Définir l'histoire intellectuelle n'est pas chose aisée, et ce pour plusieurs raisons. La première se dit dans le vocabulaire même. Dans aucun autre champ de l'histoire, en effet, n'existe une telle spécificité nationale des désignations utilisées et une telle difficulté à les acclimater, voire tout simplement à les traduire dans une autre langue et dans un autre contexte intellectuel. L'historiographie américaine connaît 2 catégories, dont les rapports sont d'ailleurs peu spécifiés et toujours problématiques. Celle d'Intellectual History, apparue dans la New History au début du siècle, est constituée comme désignation d'un champ particulier de recherche avec Perry Miller, celle d'History of Idea, construite par Arthur Lovejoy pour définir une discipline ayant son objet propre, son programme et ses procédures de recherche. Sa place institutionnelle, en particulier grâce au Journal of the History of Idea, fondé en 1940 par Lovejoy. Or, dans les différents pays européens, aucune de ces 2 désignations ne réussit bien. En Allemagne, Geistesgeschichte reste dominant. En Italie, Storia intellectuale n'apparaît pas, même chez Cantimori. En France, l'histoire des idées n'a guère d'existence,
ni comme notion, ni comme discipline, et ce sont en fait des historiens de la littérature tels Jean Erard qui ont revendiqué d'ailleurs avec doute et prudence le terme, et histoire intellectuelle semble être arrivé trop tard pour se substituer aux désignations traditionnelles, histoire de la philosophie, histoire littéraire, histoire de l'art, et est resté sans force contre un nouveau vocabulaire forgé pour l'essentiel par les historiens des annales. Histoire des mentalités, psychologie historique, histoire sociale des idées, histoire socio-culturelle. La réciproque de cette fermeture est d'ailleurs tout aussi vraie, puisque l'histoire des mentalités s'exporte mal, paraît mal assurée dans d'autres langues que le français et être la source de nombreuses confusions, ce qui conduit à ne pas traduire l'expression et à reconnaître ainsi l'irréductible spécificité d'une manière nationale de penser les questions, aux certitudes lexicales des autres histoires économiques, sociales, politiques. L'histoire intellectuelle oppose donc une double incertitude du vocabulaire qui la désigne. Chaque historiographie nationale possède sa propre conceptualisation et dans chacune d'entre elles, différentes notions, bien mal distinguées les unes des autres, entrent en compétition. Mais derrière ces mots qui diffèrent, les choses sont peut-être semblables, ou encore l'objet qu'elles désignent si diversement est-il unique et homogène. Rien ne semble moins sûr, soit à titre d'exemple, de tentatives taxinomiques. Pour Jean Erard, l'histoire des idées recouvre trois histoires. Histoire individualiste des grands systèmes du monde, histoire de cette réalité collective et diffuse qu'est l'opinion, histoire structurale des formes de pensée et de sensibilité. Pour Robert Darnton, l'histoire intellectuelle, intellectual history, comprend the history of the idea, the study of systematic thought usually in philosophical treatises, intellectual history proper, the study of informal thought, climates of opinion and literacy movement, the social history of idea, the study of ideology and idea diffusion, and cultural history, the study of culture in the anthropological sense, including world views and collective mentalité. L'histoire des idées, l'étude des pensées systématiques, généralement dans les traités philosophiques. L'histoire intellectuelle, proprement dite, l'étude des pensées informelles, des courants d'opinion et des tendances littéraires. L'histoire sociale des idées, l'étude des idéologies et de la diffusion des idées. Et l'histoire culturelle, l'étude de la culture au sens anthropologique, incluant les visions du monde et les mentalités collectives. Dans un vocabulaire différent, ces définitions disent au fond une même chose, que le champ de l'histoire dite intellectuelle couvre en fait l'ensemble des formes de pensée et que son objet n'a pas plus de précision a priori que celui de l'histoire sociale ou économique. Au-delà des désignations et des définitions, importe donc avant tout là où les manières dont, en un moment donné, les historiens découpent ce territoire immense et indécis et traitent les unités d'observation ainsi constituées. Prises au centre d'opposition intellectuelle en même temps qu'institutionnelle, ces manières diverses déterminent chacune leur objet, leur outillage conceptuel, leur méthodologie. Pourtant, chacune est porteuse, explicitement ou non, d'une représentation de la totalité du champ historique, de la place qu'elle prétend y occuper et de celle laissée ou refusée aux autres. L'incertitude et le cloisonnement du vocabulaire de désignation renvoient sans nul doute à ces luttes intradisciplinaires ou interdisciplinaires dont les configurations sont propres à chaque champ de force intellectuelle et dont l'enjeu est une position d'hégémonie qui est d'abord hégémonie d'un lexique. Ce sont donc quelques-unes des oppositions qui ont modelé et divisé de manière originale l'histoire intellectuelle française que nous voulons ici exposer, et ce en étant conscients d'une double limite. D'une part, faute d'enquête précise, nous ne pourrons restituer pleinement les enjeux institutionnels ou politiques sous-jacents aux affrontements des méthodes. D'autre part, du fait de notre position personnelle, nous privilégierons par force certains débats, en particulier ceux noués autour des annales de 1930 à aujourd'hui, déséquilibrant peut-être ainsi le tableau d'ensemble.